Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1012 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 5 juin 2025. Cette émission vous est présentée cette semaine par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le vidéaste Julien Migeot et Charles Lacombe de la boutique Objectif Bastille pour une grande discussion autour des optiques en vidéo. Cette discussion est donc en quelque sorte la partie 2 de notre émission consacrée au setup vidéo en mode run and gun que l'on a réalisé il y a quelques semaines. Après avoir parlé avec Romain Sarret des très nombreux accessoires à prendre en compte en vidéo, les rigs, les solutions de stockage, l'alimentation, les cheats, le son, la stabilisation, on s'intéresse aujourd'hui à l'univers des optiques vidéo. Alors bien entendu, avec un hybride, on peut faire de la vidéo avec littéralement n'importe quel objectif. On va retrouver des zooms, des focales fixes, des objectifs autofocus, des objectifs à mise au point manuelle. Cependant, en vidéo, les besoins et les attentes ne sont pas forcément les mêmes qu'en photo et les constructeurs ont décidé de s'adapter et dans certains cas de décliner des gammes spécifiques d'objectifs pour faire de la vidéo. On écoute Fabrice Abuaf de Sony France nous parler de la manière dont Sony intègre les usages vidéo dans la conception et le développement de leurs objectifs. Alors c'est vrai que pour Sony, l'univers photo et vidéo sont deux univers qui sont complètement connectés, puisqu'on a aussi bien des caméras de la série FX, Venice et Burano et autres, FX9, qui sont en monturet, ou en tout cas voilà, qui peuvent accueillir des objectifs monturets. Et puis on a toute la série Alpha, on connaît bien ZV maintenant, qui sont des appareils plutôt orientés photo ou vidéo ou vlog en monturet. Donc, la direction de faire en sorte que tous les objectifs, on va dire récents, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille là-dessus, que les ingénieurs Sony travaillent dessus, puissent offrir une prestation, on va dire aussi bonne en vidéo qu'en photo, c'est vraiment la direction. Alors, comment on fait ça? C'est vrai que les attentes en vidéo sont beaucoup plus fortes qu'en photo. Un objectif en photo, on va dire qui tatillonne un peu sur l'autofocus du moment qu'au moment où on fait la photo, la mise au point est bonne au bon endroit, ça le fait. En revanche, pour la vidéo, eh ben, comme on a une séquence à 25, 50, 100 images par seconde, on se doit d'avoir une mise au point absolument parfaite. C'est pour ça que les ingénieurs travaillent beaucoup, notamment la motorisation autofocus. Ce sont les moteurs linéaires XD, sont brevetés, qui permettent d'avoir justement des formules optiques beaucoup plus intéressantes couplées à ces moteurs-là pour arriver justement à satisfaire les vidéastes. Alors les satisfaire sur quel point? Alors déjà d'avoir un suivi de la mise au point absolument smooth, c'est-à-dire délicat, en même temps plus ou moins rapide et de pouvoir paramétrer ça sans aucun à-coup. Construire des formules optiques qui ne sont pas parafocales, parce que ça c'est une technique plutôt des objectifs purement cinéma, mais qui permettent de conserver le point alors que l'on zoome et de suivre le sujet alors que l'on zoome. Il n'y a pas de perte de point. L'autre chose, bien sûr, c'est pas de changement de cadre, de focale, lorsqu'on passe d'une mise au point premier plan, arrière-plan. On appelle le focus breathing. Donc ça, les ingénieurs conçoivent les formules optiques pour compenser au maximum optiquement ce genre de défauts qui sont sur certaines optiques compensés à 95%, donc ce qui évite d'avoir beaucoup de travail en post-production. Bien sûr, le bruit généré par le moteur autofocus, c'est clair que les systèmes magnétiques linéaires comme on a breveté Sony, les moteurs XD ne font aucun bruit, donc pas de perturbation de la bande son. La bague de diaphragme que l'on peut décliquer aussi, par exemple, l'adéquation de la formule optique avec la stabilisation. Donc toutes ces choses-là qui sont vraiment en fait des attentes pour ceux qui font de la captation cinéma et vidéo sont depuis plusieurs années intégrées dans la construction des nouvelles formules optiques dans les objectifs Sony, que ce soit du G Master, du G principalement dans notre gamme. Bon, ça fait toujours plaisir d'entendre Fabrice. Je crois, Benjamin, d'ailleurs, que c'est la première fois de cette saison 10 que l'on entend sa voix. Et là, il nous a fait une masterclass en 3 minutes où il aborde absolument tous les sujets que l'on va développer au cours de notre discussion. Julien, toi, tu travailles avec des objectifs Sigma que tu utilises en vidéo
sur des hybrides Lumix, en monture L donc. Initialement, ces objectifs ont été développés pour un usage photo. Est-ce que toi, quand tu les utilises en vidéo, tu as pu repérer des lacunes sur certains sujets où finalement ils sont totalement opérationnels en vidéo? En fait, ça dépend des objectifs. Déjà, là, ça a été abordé juste avant. Moi, un truc que j'adore sur les optiques, c'est de gérer le diaphragme directement sur l'objectif. Donc avoir une bague et ça, tous les objectifs photo ne l'ont pas. Donc du coup, généralement, j'évite d'utiliser les objectifs qui n'ont pas cette bague de réglage d'ouverture. Chez Sigma, moi, je suis pas mal équipé dans la série I-Series et de la gamme Art aussi et du coup, la I-Series, donc c'est des optiques très compactes et qui ont justement cette bague crantée que moi j'aime beaucoup. La raison est simple en fait, c'est qu'en vidéo, on a notre triangle d'exposition comme en photo et en fait en vidéo, la vitesse d'obturation, on la règle par rapport à notre fréquence d'image. Donc en gros, elle est fixe, sauf si on veut la bouger pour des choix artistiques. Donc ça, c'est fixe. Les ISO sont fixes. Généralement, on se base sur l'ISO natif et on règle notre éclairage. Donc en fait, le seul point du triangle sur lequel on joue, c'est l'ouverture. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir une bague d'ouverture directement sur les optiques. Donc aujourd'hui, on a des optiques photo qui ont cette bague d'ouverture. Et ça, pour moi, c'est un vrai plus, en fait. Et là, j'ai gardé ma question enfin, pour maintenant, en fait, quand tu as parlé de ta préférence pour la mise au point manuelle. Mais sur ces optiques photo, justement, il y a aussi ce qu'on appelle la retouche manuelle du point. Donc, tu pourrais tout à fait filmer en AF et puis utiliser ces bacs qui sont d'ailleurs particulièrement bien réussis et onctueux sur la série High Contemporary notamment, tout en métal là, hyper agréable à manipuler. Tu pourrais être en AF et basculer en retouche manuelle du point. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être. Mais à la limite, là, du coup, pour moi, la F, il doit être utilisé voilà, en version run and gun. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en tournage sécurité routière et c'était sur la prévention moto et je devais filmer, donc j'étais à l'arrière d'un camion, je devais filmer une moto qui suivait le camion. Là, je peux pas shooter en focus manuel, c'est impossible. Parce que je dois être réactif à mon cadre, je dois être réactif par rapport à beaucoup de choses et je peux pas en plus gérer mon focus manuel. Donc là, j'utilise l'AF. Et comme tu dis, utiliser l'AF avec la retouche de focus manuel, bah du coup, je reprends l'inconvénient du focus manuel où il faut que je sois concentré dessus. Et donc, c'est pour ça que j'utilise pas ce genre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'utiliser, il y a pas de problème. Mais personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas. C'est des technologies aussi qui sont intégrées dans les boîtiers maintenant, la reconnaissance des sujets, hein, de plus en plus. Ouais, Bah, ouais, c'est ça. exactement. Fabrice évoque ça dans son témoignage, l'importance de l'autofocus et puis avant tout de la motorisation autofocus qu'on va retrouver à l'intérieur de ces objectifs, dont le comportement doit peut-être être un peu différent en photo que en vidéo. Charles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on attend finalement d'une motorisation autofocus dans une optique pour faire de la vidéo? Pour moi, il faut toujours l'associer à la technologie intégrée dans le boîtier. On parle par exemple beaucoup d'IA aujourd'hui, qui est intégrée dans les boîtiers. Il y a des gros progrès sur l'anticipation du focus par rapport à un sujet en mouvement, etc. En photo, par exemple, aujourd'hui, vous prenez les derniers boîtiers, il est capable d'anticiper un mouvement d'un sportif qui va shooter dans un ballon, Et Canon. voilà, qui va être capable d'anticiper la distance de mise au point par rapport au mouvement du sujet. Il y a quand même de fortes chances que les fabricants de caméras, demain, intègrent cette technologie-là pour des utilisations en run and gun et en utilisation vidéo. Donc, pour moi, c'est une question de temps et il faudra toujours associer la technologie intégrée dans les optiques à la technologie qu'il y a dans le boîtier. Si on veut l'utiliser en mode autofocus, en mode reportage, je parle après, on veut travailler en manuel, on a une conception artistique bien précise de ce qu'on veut faire, et ben on va travailler en manuel complet, quoi. Alors, tu parles de Canon, c'est intéressant, justement. Ils ont 3 motorisations autofocus qu'on va retrouver sur leur gamme d'optique. Ils ont l'USM, qu'on connaît bien hein, de l'époque Un peu ancienne, du ouais. réflexe. On a le STM pour les objectifs, on va dire, un peu entrée de gamme, grand public. Et on a cette motorisation VCM qu'on retrouve d'ailleurs sur les Focal Fix F1.4 qu'ils ont sortis récemment et qui présentent comme des objectifs hybrides aussi bien pour un usage photo que vidéo. Est-ce qu'on retrouve ce même type de raisonnement et de technologie chez tous les acteurs du marché? Ou qui va sûrement arriver. Nikon, par exemple, aussi, a annoncé récemment un 28-135
on peut imaginer qu'il va développer, et le rachat de RED par Nikon, on peut forcément se dire qu'ils vont développer un max cette utilisation vidéo de leur optique et intégrer des technologies. Ça, après, on n'est pas dans les petits papiers, on va voir ce qu'ils vont nous sortir. Sûrement des choses très belles, mais ça viendra. Et aujourd'hui, même, on parlait des optiques STM en plutôt l'entrée de gamme là, chez Canon, qui est couramment utilisée pour une utilisation vidéo. Hein. Après, c'est des formules optiques très compactes, très pratiques d'utilisation. Et puis, ça dépend toujours de la finalité de son projet. Si c'est une utilisation, on va dire, sans dénigrer, mais une utilisation web, on n'a pas forcément besoin de partir sur les optiques ciné avec un piqué de fou, sachant que l'image derrière est compressée au max, quoi. Il faut toujours associer, voir la finalité de son projet et investir dans le choix de ses optiques derrière, quand bien même elles offrent une définition de fou, une certaine polyvalence, etc. Je crois que tu voulais rebondir, Julien, sur les propos de Charles. Ouais, donc déjà, c'était hyper intéressant. J'aimerais rebondir au début, quand tu parlais d'IA et d'autofocus. Ouais. En effet, ce qui se fait en photo aujourd'hui, c'est hyper impressionnant. Et le vrai défi technique, en effet, c'est de faire ça en vidéo. Le seul souci, un des soucis, c'est qu'en fait, tout ça, ça demande beaucoup de puissance au niveau du processeur qui est dans les boîtiers. Et de batterie. Et de batterie, et de chauffe. Et du coup, tout ça, ça nous amène à des boîtiers qui chauffent lors d'un tournage. Moi, j'ai connu ça avec un collègue, et c'est en tant que professionnel inacceptable qu'un boîtier se coupe parce qu'il chauffe. Et tout ça veut dire que si on veut refroidir un boîtier, il faut un ventilateur, il faut que le boîtier soit du coup conséquent en termes de poids. On pense à la C170 par exemple de Canon qui est assez costaud pour de l'appareil ciné hybride, on va dire. Et tout ça, des fois, ça va à l'encontre de ce que les gens veulent aujourd'hui, d'avoir quelque chose de compact, quelque chose de facile à utiliser. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une histoire de compromis, quoi. Avoir un autofocus hyper performant en vidéo, ça va demander des sacrifices ailleurs, et il faut que les gens aussi soient prêts à ça. On ne peut pas, à mon sens, avoir un autofocus de fou en vidéo avec un boîtier compact. Pour moi, c'est pas possible parce qu'en effet, l'IA aujourd'hui a été rajoutée dans certains boîtiers. Ça marche assez bien, mais pour transférer ça en vidéo, où on a, comme tu disais, 25 images secondes, 60, 120, etc. Et ben là, il faut que le processeur derrière il suive beaucoup. Il faut vraiment que ça soit costaud, et du coup, ça va chauffer et la batterie va se vider et on arrive à beaucoup d'autres problèmes en fait. Attends, je fais une courte parenthèse sur ce que tu viens de dire, et notamment par rapport à la surchauffe, parce que Arthur l'a dit, on a déjà consacré une émission très récemment au Run and Gun. Là, aujourd'hui, on parle des objectifs, donc c'est un petit peu des masterclass vidéo qu'on fait. Est-ce que cette problématique de la surchauffe, qui est effectivement juste inconcevable pour un professionnel, hein, j'imagine, est-ce que c'est une raison pour laquelle tu as pris un S5 IIX, par exemple, qui intègre ce système de ventilation? Exactement. En fait, il faut savoir que moi, j'ai des tournages, notamment l'été. Il faut savoir que l'été, j'ai la chance de passer un mois en Corse où je travaille beaucoup avec des hôtels, etc. Et là, c'est des conditions où il fait 35 degrés dehors. C'est des tournages toute la journée, pardon. Et du coup, oui, je ne peux pas me permettre d'avoir un boîtier qui se coupe ou quoi que ce soit. Moi, l'anecdote tout à l'heure, c'est un collègue, il shootait sur un Canon R5. Et c'était en pleine prestation événementielle, et c'était un festival en pleine journée. Et oui, il s'est coupé, il s'est mis en sécurité, quoi. Et là, c'est pas... Le R5, il y a quand même une petite histoire autour de cette problématique de surchauffe. C'est pas forcément une généralité qu'ils ont corrigé par la suite. Ouais. C'était dans les premiers temps, mais ils l'ont corrigé par la suite. C'est important de le rappeler. C'était surtout en 8K au début. Après, bon... Ils l'ont corrigé dans un second temps, mais c'est vrai que le mal a été fait, entre guillemets. Tout ça pour dire qu'un boîtier, ça chauffe. Ça chauffe parce qu'on lui demande beaucoup de choses. Donc, il faut trouver le bon compromis. Là, tu parles de résolution, de parler de 8K. Aujourd'hui, personnellement, j'ai aucun client qui veut que je lui rende son projet en 8K. Hein. Aucun. Par contre, ça permet de... Moi, je suis en 6K pour recadrer, pour quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il faut pas... Pour moi, hein, personnellement, les constructeurs, il ne faut pas aller à la surenchère de dire « moi, je filme en 8K, moi, je fais en 12K, je fais du 240 images secondes », parce que les boîtiers derrière, faut vraiment qu'ils suivent, quoi. Et c'est un boîtier photo qui chauffe. Vous prenez une caméra, ça ne surchauffe pas. Ouais, exactement. Il faut savoir ce qu'on achète. On prend un Alpha 7 IV de chez Sony, c'est un boîtier photo.
Bah oui, il va surchauffer. Il va être très bien pour les petites séquences, mais ça va surchauffer. Vous prenez une FX3, ça surchauffe pas. Mais attention, là, on parle des boîtiers qui chauffent. Pour clore cette petite digression, mais je pense qu'il intéressera nos auditeurs qui s'intéressent à la vidéo. On parle des boîtiers qui chauffent, il faut parler des cartes CF Express notamment qui chauffent. C'est ça aussi, hein, Exact. qui nécessite de dissiper la chaleur interne dans les boîtiers. Exactement. Et en effet, les boîtiers cinéma ne chauffent pas. Le souci aujourd'hui, la réalité du marché vidéo aujourd'hui, c'est que la plupart filment avec des hybrides ou filment ou prennent des photos parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, les clients, dans une même journée de tournage, peuvent demander de la vidéo, de la photo. Et c'est pour ça que l'hybride est pratique pour ça, avec l'inconvénient dont on vient de parler, la surchauffe. Mais c'est vrai qu'une FX3, ça ne chauffe pas Ni une parce que FX2. parce que c'est prévu Et pour. une FX2 qui fera autant de la photo que de la vidéo avec un système de ventilation. Bon, c'est pas le sujet. On fait pas une émission. On fait pas une émission sur la Quand chauffe. Sony me prêtera une FX2, je testerai et je dirai bien. Ou tu peux l'acheter si tu veux. Bah non, j'ai déjà acheté un EC4 Bon. et je l'ai revendu, donc En tout cas, c'est sûr que sur la partie autofocus, c'est peut-être l'un des aspects sur lequel il peut y avoir encore beaucoup d'évolution en vidéo dans les années à venir. Et je voulais juste rappeler que Tamron avait une approche qui n'était pas inintéressante sur ce sujet, car sur certains de ses objectifs, via une application dédiée qui s'appelle Tamron Lens Utility, on peut programmer finalement le comportement autofocus de son objectif avec un AB focus, et on a la possibilité de paramétrer la vitesse de bascule entre le point A et le point B. Bon, ça reste très niche pour le moment, mais c'est des choses qui peuvent prendre du sens et être amenées à se développer par la suite. Deuxième sujet, cette histoire de focus breathing. C'est donc le changement intempestif de focale en fonction de la distance de mise au point. Julien, est-ce qu'on est là sur du pinaillage ou est-ce que c'est un réel sujet ? on est sur les deux, en fait, Arthur. On est sur les deux. Aujourd'hui, comme ça a été dit dans une capsule juste avant, il y a des boîtiers, notamment chez Sony, qui permettent de compenser ce focus breathing avec un petit crop. Et c'est bien, c'est une bonne chose parce qu'en effet, parfois, ça peut être handicapant. Par contre, comme toute contrainte, le focus breathing, parfois, il sert à raconter aussi. Je reviens toujours à la même chose, ça permet de participer à l'histoire, pardon. Par exemple, pour monter une scène, on parlait des films un peu Survivor Horror, genre 28 jours plus tard et tout ça. Des fois, ça permet d'accentuer le malaise, d'accentuer tout ça. A contrario, j'ai vu il y a quelque temps avec mes enfants sur Disney+, le film Aladdin, donc le film tiré du dessin animé, du film d'animation. Et par moment, il y a une scène où il y a un gros problème de focus breathing, et moi, ça m'a complètement sorti du truc. Et c'est là où je suis très chiant avec ma famille, c'est que je mets le peut-être film un en peu pause en déformé disant- aussi là-dessus. Ouais. hein. Moi, je mets le film en pause, je dis « Oh, vous avez vu là quand même ?» C'est honteux, donc c'est peut-être moi qui pinaille parce que c'est mon œil de vidéaste et tout ça. Petite pensée à Mais- tes enfants. Oui, mais des fois, tu vois, je leur fais leur culture aussi de cinéma. Mais des Il fois, vaut oui, mieux voir l'Aladin Disney que celui avec Will Smith. Mais Ouais, bon, ça sera plus intéressant. Mais des fois, moi, personnellement, ça me sort du truc parce que j'ai une sensibilité à ça de par mon métier. Est-ce que pour un utilisateur plus lambda, entre guillemets, ça va vraiment être un problème? Je ne suis pas sûr. bah, si tu souhaites faire le truc le plus léché possible, même en tant qu'amateur, et que tu te rends compte à l'image que tu as ce phénomène qui se produit, qui est quand même vachement gênant, sur Ouais. un même cadre, sur une transition de mise au point, se rendre compte que la focale va légèrement se modifier, c'est quand même vachement embêtant. Hein. C'est Alors vrai. que, par contre, si tu pars sur un postulat de faire quelque chose à la Blair Witch, comme on l'a dit, ou 28 jours plus tard, c'est totalement différent, mais qui peut le plus, peut le moins, quand même. Pour moi, il faut que les constructeurs le limitent au maximum, mais je ne suis pas sûr qu'une course à l'éliminer complètement, parce que une optique, quand tu la construis, c'est pareil, c'est une histoire de compromis. Si tu commences à mettre, si tu mets une stabilisation dans une optique, ton optique elle est grosse, elle est lourde. Si tu commences à, après je m'y connais pas non plus de la point de vue hyper technique sur le verre, mais à chaque fois que tu veux régler un problème, tu as un autre problème qui se rajoute, quoi. Si tu veux vraiment éliminer le focus breathing, je pense que tu as d'autres contraintes qui peuvent arriver. Donc le limiter, c'est ce que fait aujourd'hui les optiques. Les optiques modernes, aujourd'hui, le focus breathing est très, très limité comparé à avant. Ça, il n'y a pas photo du tout. Moi, personnellement,
il me choque pas plus que ça. Et puis, il y a des petites astuces pour s'en débarrasser, pour régler ça en post-prod, ou certains boîtiers Sony, quand ils sont montés avec certaines optiques Sony, le fait directement depuis le boîtier Ouais, avec, c'est avec ça. un petit crop. C'est ça, parce que Charles, il y a deux manières de voir les choses vis-à-vis de ce focus breathing. On peut traiter le problème à la racine, entre guillemets, sur la conception même de l'objectif, et on peut traiter le problème de manière numérique, moyennant, j'imagine, un léger compromis au niveau d'un micro recadrage. Est-ce que les clients que tu rencontres à Objectif Bastille sont particulièrement sensibles à cette notion-là ou pas? Ils peuvent être sensibles, mais après, il y a une histoire d'ergonomie, de prise en main et la finalité de son projet. Ça dépend un petit peu comment il veut travailler, son budget aussi. Avoir une optique qui intègre une compensation du focus breathing, bah, c'est pas le même budget qu'une optique plus standard. Et puis, la personne a tout autant le droit de créer aussi son projet personnel. Donc, soit il le prend en compte et ce sera de la post-prod, et il le prendra en compte au moment où il filme. Et sinon, c'est vrai que sur les optiques plutôt haut de gamme qui intègrent des compensations optiquement du focus breathing, là, il y a un vrai gain technique et qui est associé souvent aussi à une qualité d'image, un piqué qui est plus intéressant. Et voilà, après, le focus breathing, toujours, il faut toujours voir le couple boîtier plus optique, hein. C'est comme on disait, les boîtiers intègrent aussi des compensations en interne de cet effet-là. Et ça va être à l'utilisateur, en connaissant bien le boîtier qu'il a acheté, les caractéristiques techniques qu'il a pour compenser ça s'il le souhaite vraiment au moment de son tournage. Nous, on en parle de plus en plus, hein, du focus breathing assez micro, mais est-ce que toi, Charles, c'est un retour que tu as régulièrement de la part des utilisateurs ou une demande que tu as de tes clients? C'est une demande où ils peuvent nous demander quelle optique le fait le moins, parce qu'il y a certaines optiques qui vont le faire plus que d'autres. Mais après, c'est l'utilisateur a intégré aussi la possibilité de le gérer en post-prod beaucoup. Donc, il le prendra en compte, il fera ses essais et il anticipera sa façon de tourner en intégrant la post-production. Hmm. Alors, on change de sujet, je reste avec toi, Charles, et je reviens 2 secondes sur cette histoire de bague de diaphragme manuel qu'on retrouve sur certains objectifs, pas tous. Pour un usage photo, généralement, cette bague est crantée ou un tiers d'IL, pour être très précis. Et si ma mémoire est bonne, c'est Zeiss qui, sur certains modèles en monture Sony E, il y a une bonne dizaine d'années, Ouais. a proposé cette option de décliquer cette bague de diaphragme pour la rendre fluide, pour la rendre continue, Mhm. comme sur une optique cinéma, comme sur une optique vidéo. Dans quel cas on peut avoir besoin de faire une bascule de diaph comme ça en cours d'une séquence? Eh ben, ça va dépendre de rendu visuel que la personne veut vraiment. Non, mais voilà, il y a avec l'utilisation maintenant des boîtiers pour grands capteurs, profondeur de champ, c'est devenu un axe de créativité très important pour tout le monde. Aujourd'hui, une personne qui travaille avec un caméscope d'un tiers de pouce où tout est net, Il n'y a pas débat. il n'y a pas débat, quoi. Les gens n'en veulent plus. Et c'est là-dessus, du coup, le travail du diaph en continu au moment du tournage, bah, ça permet d'avoir des effets si la personne a une approche vraiment cinématographique de son projet. Dans des conditions de reportage run and gun assez classiques ou d'utilisation, on va dire, purement commerciale, on va dire, du quotidien, euh, la bague de diaph, il ne va pas forcément beaucoup l'utiliser, le fait que ce soit décliqué ou pas. Il va travailler en mode automatique, c'est le boîtier qui va le gérer, ou il va rester sur un diaph fixe pour avoir son arrière-plan fou. Et c'est vrai ça, parce qu'on peut se dire aussi qu'en mode run and gun, si on utilise un petit micro directionnel, mini-directionnel directement sur le boîtier, si on la laisse cranter, la bague de diaph, et quand on utilise, ça va générer du bruit. Donc c'est quand même pas mal, non, de pouvoir Le la fait que ce décranter. soit déclippage, oui, c'est sûr. Ouais. Ça nécessite. De plus en plus d'opérateurs, ils se retrouvent tout seuls maintenant derrière la caméra. Donc, ils peuvent pas non plus tout gérer, l'audio, C'est ça. l'optique, etc. Donc, il doit est amené à faire confiance aussi un peu à son boîtier ou à définir des limites en disant je travaillerai toujours à 2.8 ou à 1.4 pour ce plan séquence-là. Voilà, ça va être plus à ce niveau-là. C'est vraiment une approche créative, en fait, le fait qu'on puisse décliquer la bague de diaph. C'est la personne a un effet visuel qu'il veut faire avec cette utilisation. Julien,
Chez Sigma, sur la gamme e-Contemporary que tu utilises, on retrouve des bagues de réglage, hein, toujours dans cette thématique-là, de mise au point et d'ouverture qui sont crantées. Alors, au-delà du look particulièrement appréciable et apprécié de ce type de conception, ça améliore naturellement la prise en main pour la manipulation de ces bagues et puis surtout, ça ouvre la porte à l'accessoirisation et au déport de commandes. Est-ce que toi, tu utilises cette option-là sur ces objectifs-là? Oui, oui, j'utilise pas mal. J'utilise pas mal de follow focus sur certains projets. Après, il faut savoir que la bague crantée, elle apporte aussi vraiment, d'un point de vue ergonomie, la prise en main est vraiment meilleure. Enfin, on sent vraiment, je sais pas comment expliquer, mais on sent vraiment dans les mains le réglage qu'on est en train de faire, quoi. Donc, c'est pas que esthétique, même si, petite parenthèse, esthétique, ça peut compter énormément par rapport au client. L'exemple parfait, c'est la Matchbox. Vous pointez avec une Matchbox chez un client, et ben, il va vous prendre plus au sérieux que si vous pointez juste avec votre objectif et votre hybride qui est pas très gros et voilà. Rappelle peut-être juste ce que c'est une Matchbox, parce que je pense qu'il y a des gens qui Ah nous pardon. écoutent, ils savent pas du tout ce que c'est. Nous, on va parler de filtres, tu vois, Oui, régulièrement en voilà. photo. Donc c'est une Matchbox, c'est une sorte de gros porte-filtre qu'on met au bout de son objectif avec, un drapeau, je sais pas comment on dit ça? Un Une flag. plaque, un flag, bah, oui, voilà, un flag qui permet de réduire, la lumière qui tape sur le haut de l'objectif et tout ça. Donc c'est quelque chose qui grossit l'équipement et le look, c'est un peu le look, donc on revient au bac cranté. Le look, ça a son importance des fois par rapport à certains clients et des fois, il faut soigner son look quand même et les bacs crantés, en effet, ça fait tout de suite cinéma, ça fait tout de suite plus pro. Donc ça, c'est pour l'aspect, du client. Après, pour moi, en effet, c'est pratique pour le follow focus, ça, c'est évident. Heu, pour moi, c'est plus facile à ajuster le réglage. Pour revenir à la discussion tout à l'heure entre cranté ou entre une bague qu'on déclic ou pas, une bague de diaphragme. Moi, quand je suis en run and gun, j'ai tendance à la décliquer. Par exemple, si je suis sur un gimbal, que je dois faire un plan d'une personne qui est à l'extérieur d'un bâtiment et après on rentre dans un bâtiment, où là j'ai une exposition qui change complètement, et ben, une sorte de focus moteur directement sur la bague de diaphragme pour varier ce diaphragme. Et du coup, là, le fait que ça soit lisse, que ça soit continu, bah, ça fait quelque chose de très smooth, de très doux. Mmh. À à l'opposé de ça, bah, je suis quasiment tout le temps cranté parce que je sais que j'ai fixé ma valeur, elle bouge pas parce que c'est assez rare de changer sa valeur lors d'un tournage, lors d'une interview, par exemple, que je filme beaucoup. On reste en cranté. Bon. Et il faut savoir que aussi, je voulais dire un dernier petit truc, sur les optiques photo qui n'ont pas ces bagues de crantage, on peut rajouter des petites bagues, comme ça, des trucs, Small Rig ou Tilta fait ça, pour ajouter justement ces petits crans pour adapter des follow focus dessus. Donc on peut, avec une objectif photo «basique» entre guillemets, rajouter ce système de crantage de manière artificielle. C'est pas Mmh. aussi bien et aussi précis que sur une Que optique si c'est d'origine, ouais. ouais, que d'origine, quoi. Et ça ne le permet pas tout le temps, parce que les optiques sont de plus en plus petites et les bagues de mise au point sont de Ouais. moins en moins larges. Donc, Ouais. le fait que ce soit intégré directement par le constructeur, ça offre une vraie souplesse d'utilisation pour l'utilisateur. Et pour revenir sur les follow focus, parce que du coup on aborde ce thème-là, de plus en plus, il y a les technologies du LiDAR aussi, qui est intégré Bah, c'est qu'on dans peut motoriser en fait tout ça. et qui offre une vraie facilité d'utilisation pour tout le monde. Comme je vous disais tout à l'heure, on se retrouve tout seul maintenant à tourner. Donc on ne peut pas tout gérer les paramètres en même temps, pas se péter la gueule parce qu'il y a une marche et Combien, continuer à tourner. Hein. combien il faut prévoir en budget pour pouvoir motoriser une bague de mise au point déportée ou même, pourquoi pas, motoriser une bague de diaph? Dans Il y a des les... petits kits maintenant, quoi, Ouais, chez vous avez Tilta, chez DJI, quoi. C'est ça, vous avez Tilta qui propose des follow focus, le Nano, il y a la version M2 qui viennent d'annoncer récemment à Vegas, et DJI intègre les systèmes LiDAR, les Focus Pro, qui ont on va dire, c'est peut-être péjoratif de dire un succès commercial, mais il y a une vraie attente par le consommateur de cette technologie en intégrant le LiDAR pour un suivi de sujet avec des optiques ciné qui n'intègrent pas forcément un moteur autofocus et une qualité d'utilisation
un rendu, on va dire, esthétique de l'image lié à des optiques ciné comme Sigma qui va les annoncer. Et il y a quand même un truc autour du follow focus, j'ai du mal à comprendre, c'est que je vois tout à fait l'intérêt, mais on parle de plus en plus de miniaturisation, de systèmes plus compacts pour évoluer notamment en mode run and gun. Donc pourquoi rester sur le follow focus alors que finalement les outils sont de plus en plus élaborés et à même de procurer un confort d'usage sans. En fait, le follow focus, il permet de. Moi, j'utilise déjà que du follow focus manuel parce que quand on est sur un tournage, surtout quand on est tout seul, on va essayer qu'il y ait de moins de galères possible. Et quelque chose qui marche sur une batterie, quelque chose qui est électronique, c'est potentiellement une galère supplémentaire. Donc, tout ce qui est chez Tilta, la série Nano et tout ça, c'est très bien. Personnellement, moi, j'ai pas envie d'investir là-dedans où je me dis ça peut être une source de soucis par rapport à la batterie, par rapport à tout ça. Quand on est tout seul sur un tournage, il y a 20 millions de choses à penser. Si je peux m'enlever un truc, je suis content, quoi. Si je peux m'enlever un truc à penser, à un souci qui peut arriver, ça me va très bien. Donc moi, je suis plutôt de la team des focus manuels. L'intérêt du focus manuel, c'est qu'on peut mettre des petits réglages dessus pour régler un plan A, un point B pour ton focus. Donc ça, c'est pas mal. Et le follow focus permet vraiment une ergonomie plus précise que de tourner la bague. En fait, quand tu tournes la bague de focus sur ton objectif, en fait, tu peux bouger l'objectif. Donc, tu peux avoir des petits tremblements à l'image qui sont franchement pas très agréables. Avec le follow focus, pardon, c'est beaucoup plus smooth. Et pour moi, c'est idéal. Je n'utilise pas sur tous mes tournages, mais pour moi, ça reste un outil bien pratique. Bon, ensuite, finalement, dans le choix de son ou de ses objectifs en vidéo, il y a la notion de gabarit qui peut être très importante en fonction des situations de tournage, et notamment si on fait le choix de travailler avec des focales fixes, des petites séries, des petites valises, comme on aime bien le dire en vidéo. Charles, avoir des optiques qui soient ergonomiquement cohérentes les unes avec les autres, ça sert à quoi? Ça sert à beaucoup de choses. Regardez la dernière série des Cooke, les SP3. Bon, c'est l'optique, on veut un rendu cinéma, c'est l'optique parfaite quand on veut l'intégrer sur un gimbal. On va pas intégrer une énorme optique Sigma dessus pour travailler sur un gimbal, c'est la personne va le porter. Et l'exemple le plus flagrant qu'on peut avoir là-dessus, c'est l'utilisation des SP3 sur un Ronin 4D. Un Ronin 4D, vous prenez un Ronin 4D 8K ou 4K, qui a été utilisé dans la dernière série sur Netflix, Adolescence, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Tourné entièrement en plan séquence, on en a parlé. Et voilà, ça passe au ciné. Donc, il y a aussi l'environnement qui va autour de l'optique. C'est aujourd'hui, avoir une énorme optique pour faire style je suis pro, c'est presque du dépassé. Ils intègrent vraiment des qualités d'image maintenant dans des petites optiques, adaptées à la caméra et à l'utilisation, qui offrent un vrai gain au niveau esthétique et au niveau utilisation. Enfin, là, vraiment, les SP3, moi j'ai été bluffé par le rendu et la façon de tourner dans cette série. C'était intéressant, c'était nouveau, c'était novateur, et c'était un vrai choix artistique de toujours rester au 32 mm pendant toute la saison, quoi. Et il a beaucoup travaillé en amont, je pense, ses plans séquences, etc. Il s'est pas lancé comme ça de but en blanc, sans préparer tout son tournage. Ah non, ça a été des semaines de répétition voilà. pour les acteurs. Il y a un super making-of sur YouTube qui montre tout ça. Et surtout, tu parles du Ronin 4D, la manière dont à un moment, c'est la fin du second épisode où ils accrochent le Ronin sur le drone la voiture, pour finir oui. et le rattraper. Parce que le plan ne finit pas sur un plan aérien, mais revient au sol et il le rattrape. Tout à fait, ouais. C'est merveilleux, quoi. Voilà, en gros, il y a aussi, c'est au concepteur des optiques qui va concevoir une optique associée à une caméra et à une utilisation. Le SP3 va pas convenir à une autre utilisation, peut-être sur une Harry ou je sais pas quoi, vous voyez. Et puis, il y a un rendu après de l'image. Là, c'est purement personnel. Il y en a qui vont adorer les images rendues par du DZO, et d'autres qui vont préférer du Sigma, et d'autres qui vont préférer du Cooke. Ça reste perso, après. Chacun a ses goûts.
Mhm. Mhm. Alors, il y a certains constructeurs aussi qui commencent à développer des objectifs autofocus, naturellement, mais désormais motorisés. En ce qui concerne les zooms, on retrouve des séries PZ chez Canon, chez Sony, chez Nikon, chez Fujifilm. Et chez Canon, ils ont même un truc encore plus à part, c'est qu'ils ont des zooms motorisables via un accessoire à acheter en plus et à venir fixer le moteur, quoi, à venir fixer directement sur l'objectif. À quoi ça sert, Charles, ce genre de fonctionnalité? Qui sont les clients de ces zooms motorisés? Ça va toucher des gens qui cherchent aussi une optique qui est très polyvalente. Comme on disait tout à l'heure, il y en a qui vont vouloir travailler en manuel tout le temps. Eh ben, ils vont acheter un follow focus manuel et vouloir travailler que comme ça. Et pour d'autres cas d'utilisation, ils vont avoir besoin d'être très réactifs, d'avoir une utilisation plus adaptée à leur environnement de tournage. Et là, le fait d'avoir un zoom, un power zoom ou de travailler la mise au point en mode un peu automatique, ça va vraiment être un gain technique pour l'utilisateur. Sur les optiques, après, c'est vraiment adapter l'achat de son optique en fonction de son utilisation. Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément s'acheter juste une optique pour du cinéma qui vaut, je vais peut-être dire une bêtise, 6 000 euros pour le fun et l'utiliser 2 fois l'an et la laisser en expo sur son étagère, quoi. On a besoin de l'utiliser pour plein de choses différentes. Alors, si on sort un peu de ces grandes marques et du coup de ces objectifs hybrides dans la conception, aussi bien pour la photo et la vidéo dont on parle en grande partie depuis tout à l'heure, si on passe en vidéo, bah, on peut avoir accès à des choses un peu hors concours, à des objectifs un peu spéciaux qui permettent d'obtenir des effets bien précis et une famille d'objectifs est très à la mode, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est les objectifs anamorphiques qui se démocratisent de plus en plus, qu'on va retrouver par exemple chez des constructeurs tierces chinois comme Sirui ou Laowa. On a même des modèles maintenant chez Sirui qui sont pourvus d'autofocus. Bon Julien, je te donne la parole un peu sur cette hype de l'anamorphique. Bah, comme tu le dis, c'est une hype. Et comme l'a encore rappelé Charles tout à l'heure, faut que ça serve l'histoire. C'est vrai que, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est beaucoup plus abordable qu'avant, ce type d'optique. Mais il faut, tout comme les optiques ciné, il faut que l'achat soit justifié et pas que ça soit une optique qui va encore rester traîner dans notre placard pendant 2 mois parce que finalement, on s'en sert pas tant que ça, parce que finalement, c'est pas utilisable pour tout. Après, il faut savoir aussi que, des optiques Sirui qui sont quand même très, très abordables, moi j'en ai j'ai, une Nightwalker là qui est, un 16 mm T1.2 en Ah oui, mais APS-C. ça, c'est pas anamorphique, ça. C'est pas anamorphique, mais la construction fait construction, ciné et j'avais hésité entre ça, parce que je voulais, ce genre d'optique un peu compacte pour voir un peu ce que ça pouvait donner et j'avais hésité avec les mêmes modèles façon anamorphique et personnellement, sur ce que j'ai essayé, j'ai trouvé que les flares étaient mal maîtrisés. J'ai trouvé que c'était pas, en tout cas que moi ça me convenait pas et aussi, c'est une optique où du coup une optique anamorphique, c'est que ces fameux flares horizontaux, façon Didier Abrams ou autre, Le en fait, rayon bleu. Ouais, Eric coloré aussi. Ouais, donc il y a les maintenant on flares peut avoir bleus, des neutres, naturels. Maintenant on peut avoir des marrons, des jaunes ou des bleus, on peut choisir l'optique pour ces flares-là. Le problème, c'est que du coup le flare, tu l'as tout le temps et du coup, alors c'est sympa la nuit, des feux de voiture, quoi que ce soit, c'est du cliché ou des néons, d'un bar et tout ça, ça fait un peu stylisé. Encore une fois, il faut que ça raconte l'histoire, il faut que ça participe à l'histoire. Mais vous filmez un plan en plein jour, un mariage, quoi que ce soit, il y a du soleil derrière et vous avez votre flair qui traverse complètement l'image et sur lequel vous n'avez aucune maîtrise. C'est-à-dire qu'en post-prod, votre flair, on ne peut rien en faire. Ouais. Moi, je suis dubitatif là-dessus. Encore une fois, c'est un avis personnel. Mais, c'est bien que quelque chose soit à la mode. C'est très, très bien. Ça t'est arrivé de rajouter du flair en post-prod? En post-prod, ça m'est arrivé pour un projet, ouais. Ouais. Ça m'est arrivé pour un projet. Et au niveau du rendu, t'en étais satisfait? Ça convenait à ton utilisation ou Alors là, tu touches la plus grande question d'un vidéaste par rapport à son client.
En tant que vidéaste, je n'étais pas satisfait. Le client, lui, il était fou. C'est le principal, hein. Donc voilà, moi je suis du genre à jamais être satisfait de ce que je rends, et des clients à chaque fois ils sont hyper contents et tout. Je dis bon bah tant mieux, c'est cool. Mais en fait en post-prod on peut faire des choses aujourd'hui qui sont ok, qui sont ok d'un point de vue vidéaste, qui remplaceront jamais. Et en ça tout va cas, énormément progresser, je pense, dans les prochaines années. ouais, sans doute, sans C'est doute. sûr. Mais des trucs pas franchement. En fait, on touche un truc qui touche à la sensibilité du vidéaste et de l'opérateur, en fait, sur le rendu qu'on va avoir, sur le caractère qu'on va avoir à l'image. Et c'est quelque chose de très difficile à décrire, mais c'est quelque chose que certaines optiques arrivent à apporter, qui correspond à son ressenti propre, quoi. Et ce qu'on peut rajouter en post-prod, généralement, ça n'arrive pas à le faire. Du moins pour l'instant, ou du moins ce que j'ai, moi, pu essayer. Mais voilà. Désolé, je suis long. Non, mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est passionnant votre échange là avec Charles. C'est qu'il y a des optiques quand même qui permettent de se passer de la post-production ou de réaliser des choses qu'on n'imagine même pas en post-prod. Je pense à d'autres optiques de ces constructeurs qu'a cité Arthur, notamment Laowa qui propose le Probe, qui est une optique absolument dingue, étanche, qui ressemble plus à un micro d'espion qu'à une optique d'ailleurs. Et je repense à un compère réalisateur qui avait réussi à faire un plan à l'intérieur d'un orgue, comme ça, en ressortant, et pour avoir l'ensemble derrière. Enfin, c'est absolument génial, quoi. Ou en macro, on peut s'éclater avec ce truc-là, puisqu'on peut le mettre dans des verres d'eau, dans plein de trucs. Et ça révolutionne quand même. Enfin, ça offre de nouvelles perspectives de prise de vue qu'on va pas pouvoir obtenir en post-production, quoi. Exactement. Après, on reste sur des optiques très spécifiques, et en fait, ton verre d'eau, tu vas pas le filmer tous les jours, parce que sinon c'est un peu redondant. C'est comme le fisheye en photo. C'est comme le fisheye en photo. Faut pas en abuser non plus. Faut que ça serve l'histoire. Avec modération. Exactement. Mais encore une fois, on arrive au problème de acheter une optique. Le Probe, il doit être à peu près à 2 000 € de mémoire. Acheter une optique à ce prix-là pour qu'elle serve une fois dans l'année ou 2 fois. Moi, j'ai plus l'impression que c'est des vidéos c'est des optiques qui servent surtout à des mecs qui font des vidéos YouTube quand le produit se lance, où ils font un plan avec le livre où on voit la police de caractère très proche et tout ça, ou qui balancent des cornflakes et puis ils reculent ça. Donc des plans très stylés, hein. Mais dans la réalité du marché, ça correspond pas à tout le monde. Ah, mais t'as raison de rappeler ça. Mais ça existe, et c'est très bien que ça existe. Bon, et de toute façon, dès qu'on s'ouvre, entre guillemets, à ces constructeurs tierces chinois, au-delà de ces optiques un peu exotiques dont on vient de parler, on va avoir accès à des séries de focales fixes en mise au point manuelle, mais très lumineuses, carrossées pour de la vidéo. Alors on peut citer plein de constructeurs, Sirui, Laowa dont on a parlé, Seven Artisan, TT Artisan. Tous ces constructeurs ont des gammes d'optiques vidéo, et pour certains d'entre eux, même ciné, parce qu'il y a aussi des optiques cinéma qui respectent un cahier des charges qui est très précis et qui, pour certaines, sont aussi proposées dans des montures hybrides, comme par exemple Sony E. On vous propose d'écouter Foucault Prové de Sigma France nous parler de leur gamme d'objectifs cinéma. La genèse de Sigma et du cinéma, ça vient d'un conseil en fait qui a été donné à notre président il y a une dizaine d'années maintenant. Une fois qu'on avait un certain nombre de focales fixes de la ligne AR qui était sortie en ouverture 1.4, il lui a été conseillé de s'orienter vers ce marché parce qu'en fait ces optiques correspondaient tout à fait à ce que les cinéastes pouvaient attendre, c'est-à-dire des optiques extrêmement performantes, très lumineuses, et également relativement compactes pour ce qui s'agit du domaine du cinéma. Et donc, suite à ces conseils, il a réalisé 2-3 études de faisabilité avec ses ingénieurs, bien sûr questionner un petit peu les utilisateurs et les cinéastes. Et c'est en 2017 que nous avons annoncé les premières focales fixes pour le cinéma. Ces optiques cinéma, c'est donc bien des optiques photo art qui ont été, comme on dit dans le milieu, recarrossées. Ce que je sais, alors je suis pas ingénieur optique ni ingénieur mécanicien, mais ce que je sais, c'est que les blocs de diaphragme sont tout à fait différents, puisque les blocs de diaphragme des optiques art sont conçus pour une utilisation automatique et très rapide. Dans le cinéma,
on utilise une bague manuelle pour ouvrir et fermer l'iris, comme on l'appelle. Donc à ce niveau-là, il y a eu du travail de fait. Et ensuite, bien entendu, la course de mise au point n'est pas du tout la même. Et d'après ce que m'ont dit les ingénieurs, on a une mise au point non seulement plus longue, plus douce, et ça apporte un côté un petit peu plus doux sur les teintes de peau, ce qu'on appelle les carnations, notamment à courte distance, ce qui intéresse beaucoup les cinéastes. Les premières optiques qui ont été annoncées en 2017, il s'agissait des 18, 35 et 50-100, les zooms APS-C, qu'on appelle Super 35 dans le milieu du cinéma. Là, il n'y a pas eu de travail spécifique sur les coatings. Les High Speed Prime, c'est également l'ensemble de la gamme de la ligne R des focales fixes qui ouvrent à 1.8 pour les extrêmes et à 1.4 pour toutes les autres. Et ensuite, suite à une demande du milieu du cinéma, nos ingénieurs, et notamment une ingénieure, a travaillé pendant 1 an et demi à refaire tous les traitements de surface, donc 2 traitements de surface par élément, c'est-à-dire entre 12 et 19 selon les objectifs, pour sortir la ligne qu'on a appelée classique, qui ouvre à T2.5 et non pas à T1.5, puisque la transmittance est altérée par ces coatings, la lumière se perd un petit peu dans l'objectif. Ça engendre des flares assez importants, une perte de contraste, mais par contre, on garde une très très haute résolution de 8K. Et donc, comme vous le savez, nous venons d'annoncer 2 types d'objectifs cinéma. Donc, nous avons une ligne plus haut de gamme que celle qui était sortie précédemment, qui s'appelle les ISO Prime. Une ligne annoncée de 12 objectifs, 8 disponibles assez rapidement, 4 un petit peu plus tard, tous s'ouvrant à T1.3. On pourrait convertir ça en du f1.2, mais on ne le saura jamais puisque ces optiques ne sortiront pas en version photo, elles ne sortiront qu'en version cinéma. Et nous avons également choisi de nous orienter vers un marché plus moins professionnel du cinéma, on va dire, avec des objectifs autofocus ciné. Là, il y a une très forte demande au niveau des maisons de production, des opérateurs indépendants. Il s'agit donc du 28-45 T2, qui est une évolution du 28-45 f1.8 que nous avons annoncé l'année dernière. On trouve à l'intérieur des moteurs autofocus, mais également la possibilité, avec des butées franches, de l'utiliser avec des follow focus, motorisés ou non. Et nous avons également annoncé le 28-105 T3, qui est la version ciné autofocus du 28-105 f2.8 que nous avons annoncé cette année. Bon, alors évidemment, ces optiques cinéma, que ce soit les modèles Sigma ou des optiques d'autres constructeurs, c'est des choses un peu spécifiques qui font un peu rêver, qui peuvent faire peur aussi pour de nombreux vidéastes. Toi, Julien, tu as déjà eu l'occasion de mettre la main sur l'une de ces optiques et de l'essayer. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça m'est arrivé une fois, oui. Et en fait, moi, je suis tombé sous le charme du caractère de l'image et de l'ergonomie en tant que moi, j'ai beaucoup de corporate, donc beaucoup avec les entreprises, et il y a 2 tiers de mon travail qui concernent des interviews à peu près. Donc pour l'interview, tout ça, moi, j'adore ce genre de choses, que ça a un vrai caractère. Après, c'est assez conséquent, c'est assez lourd, ça a ses inconvénients aussi, mais c'est des optiques où oui, si on peut en avoir, pour moi, c'est excellent, quoi. C'est génial d'avoir ça dans sa panoplie d'optiques, quoi. Après, c'est pas fait pour tout non plus. Et encore une fois, tout ce que je dis depuis le début, depuis qu'on discute ensemble, c'est de mon point de vue de vidéaste corporate. Si on demande son avis à quelqu'un qui fait de la fiction, peut-être qu'il aura des choses différentes aussi, des points de vue différents. Je ne dis pas que je donne la sainte parole, c'est juste mon ressenti personnel. Mais oui, c'est des optiques qui sont hyper intéressantes et il y a notamment, je pense, un vidéaste qui travaille aussi avec Sigma que je connais, qui utilise plus régulièrement les optiques ciné. Et c'est vrai que ça donne un caractère qui est à l'image, qui est, enfin, encore une fois, c'est une question de sensibilité, mais c'est fou, en tant que vidéaste, c'est fou de voir ça, quoi. Justement, Charles, quel va être le profil des gens qui vont s'intéresser à ce type d'objectif? Parce que là, on sort du côté hybride photo-vidéo, on entre pleinement dans l'univers de la vidéo, ou alors est-ce qu'il y a des photographes qui filment aussi, qui s'intéressent
à ce type d'objectif? Oh, ils s'y intéressent depuis le début, hein. Après, Ouais. ceux qui ont une sensibilité photo et une exigence aussi de la qualité d'image et du rendu, Mm. vont s'orienter naturellement vers des optiques plutôt carrossées ciné, enfin conception ciné. Euh, Après, chacun a sa sensibilité. Vous verrez par exemple des gens qui sont habitués à la douceur des optiques Canon, au rendu spécifique. D'autres seront plus sensibles au travail avec des optiques cinéma Leica, par exemple, pour leurs projets. Après, il y a des partenariats qui peuvent se créer en fonction des utilisateurs, mais c'est avant tout une sensibilité perso. Euh, Après, aujourd'hui, utiliser une optique utiliser une optique ciné, il faut voir l'aboutissement de son projet et le moyen de diffusion. Une belle optique ciné comme les futurs Sigma ou les optiques Leica ciné, on va vraiment voir leur qualité sur un écran de ciné. Aujourd'hui, les moyens de diffusion qu'on a sur des projets ou ce type de choses-là, les écrans se rétrécissent beaucoup, hein. On est sur une consommation très smartphone, écran télé, alors on peut aller jusqu'au 77 pouces ou écran d'ordinateur. Après, il y a un rendu, il y a un modelé de l'image inné à la qualité des optiques qu'on a choisies, enfin, de la marque. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail en post-prod qui se fait aujourd'hui pour travailler là-dessus. C'est un ensemble, en fait. Ça dépend il y a les puristes qui vont dire je veux travailler qu'avec mon optique, très peu de post-prod, juste du cut, un peu de colorimétrie et basta. Et il y en a d'autres qui vont avoir une approche où ils vont travailler énormément leur image en post-prod. Et ça va dépendre vraiment de chacun comment il a envie de bosser, quoi. Et faire confiance à une marque sur un rendu spécifique de l'image, il y en a qui sont très sensibles et qui veulent travailler que comme ça. Bon, super. Bon, maintenant qu'on a bien compris finalement tous les enjeux techniques à prendre en compte niveau optique pour faire de la vidéo, on va essayer de rentrer un peu dans l'usage. En photo comme en vidéo, il y a déjà l'incontournable débat du choix du zoom ou de là où les focales fixes. Julien, ton avis sur le sujet? Mon avis, c'est qu'il n'y a pas de débat. Il y a que Oh des là, besoins. oh là là. Ah non, mais non, il y a aucun débat parce qu'il y a juste des besoins en fait. Moi, j'ai les deux. J'ai des zooms, des transstandards et j'ai des focales fixes. Forcément, sur une interview, j'ai utilisé la focale fixe parce que ouverture plus grande, parce que qualité d'image jugée meilleure, même si on va voir personnellement que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des exceptions concernant les transstandards. Et en zoom en caméra B, des fois, j'utilise un 70-200 pour avoir la compression d'arrière-plan. Donc, ça peut aussi m'arriver d'utiliser un zoom sur l'interview. Mais à contrario, si je fais de l'événementiel et tout ça, j'ai utilisé du transstandard pour avoir la polyvalence. J'ai utilisé le 28-105. Je vais avoir toute une plage focale qui va être à moi avec une ouverture constante en plus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc pour moi, il n'y a pas faut mieux une focale fixe, faut mieux un zoom. Pour moi, il faut les deux et ça dépend des besoins, quoi. Mais pour moi, il y a pas de débat particulier, quoi. Après, moi, je me souviens d'un mariage que j'ai fait à l'époque où je faisais des mariages. J'avais qu'une optique fixe pour faire le mariage. J'avais un 42,5 mm Leica, c'était sur GH5 à l'époque, donc équivalent 85 mm plein format. Et en fait, on se dit, sur un mariage où ça bouge beaucoup, enfin voilà, on se dit un transstandard, ça peut être beaucoup plus facile à gérer. En effet, ils sont plus faciles, mais la nature nous a bien fait avec des pieds. Et du coup, on se déplace et en fait, avec une focale fixe, on peut aussi très bien se débrouiller. Encore une fois, c'est une question de compromis. Chaque modèle d'optique a ses avantages et ses inconvénients. Après, l'exception pour moi que j'ai pu constater il y a peu de temps, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'optique qui est sortie l'année dernière, le 28-45 chez Sigma, où là, j'ai fait sur toute la plage focale, j'ai comparé à mes optiques fixes, de focale fixe de chez Sigma. Et là, Celui qui ouvre à 1.8, hein, c'est celui ça? qui ouvre un 8, le successeur Constant. du 18-35 APS-C qui a eu énormément de succès, qu'on a toujours d'ailleurs chez des vidéastes, qui est lui en APS-C. Et du coup, j'ai pu comparer, mettre des images côte à côte entre mes focales fixes et le 28-45 à régler la même focale. Et honnêtement, en termes de qualité, on voit pas le truc, quoi. On voit pas la différence, en toute honnêteté, hein. Donc aujourd'hui, il y a des besoins différents pour des optiques différentes.
Et il y a aussi des optiques qui arrivent à faire le grand écart entre les deux. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Ce débat, on l'a en permanence, nous, en photo. Zoom, focal fixe, etc. On sait qu'il n'y a pas de vérité, ça dépend vraiment du photographe. En vidéo, ça paraît quand même plus compliqué. Il faut être plus aguerri. Là, tu parles d'un mariage avec une focale fixe spécifique. Soit tu connais très très bien le lieu, tu as anticipé au max, ou alors tu connais parfaitement le matériel, ou les deux. Ça paraît vachement audacieux. Alors, pour la petite histoire, en effet, déjà, tous mes tournages, en général, je prépare à mort mes tournages. Donc ça, forcément, je connaissais le lieu, je connaissais le truc. Et pour la petite histoire, c'est un mariage où j'avais emmené tout mon matériel. Ça aussi, tout à l'heure, on parlait de gabarit d'objectifs. Aujourd'hui, un vidéaste, il emmène sa lumière, il emmène son son, il emmène tout ça. Donc, on cherche aussi à avoir des optiques pas trop grosses ni trop lourdes. Bref, j'avais emmené différentes optiques et j'ai eu un souci de voiture, quoi que ce soit. En gros, j'avais plus que cette optique-là pour moi parce que le coffre était fermé, c'est quelqu'un d'autre qui avait la clé, bref. Donc, en fait, je me suis retrouvé contraint d'utiliser qu'une seule optique. Et on dit souvent que de la contrainte naît la créativité. Et ben, Ouais. en fait, c'est ça, quoi. C'est que tu as une focale fixe, c'est pas fait pour, mais tu as un projet à faire. Il y a des gens qui attendent derrière, il y a des clients. En plus, le mariage, c'est personnel, c'est toujours un jour très important. Et, en plus, à l'époque, le Leica 42.5 mm 1.2, moi, je trouvais qu'il avait une image folle. Je trouvais que quand je le mettais sur mon GH5, ça changeait mon boîtier, quoi. J'avais plus l'impression d'avoir un GH5 dans les mains. Et du coup, j'ai fait avec ça et ça a fonctionné, quoi. Et c'est sans doute, dans les films de mariage que j'ai fait, je pense que c'est sans doute le plus beau film que j'ai fait. De la contrainte naît la créativité. J'ai tout de suite une petite pensée pour nos amis de chez Fujifilm avec leur concept X-Alf autour de la thématique de la contrainte. Mais bref, parenthèse refermée. Charles, il y a la question aussi du choix des ouvertures maximales, de la transmission maximale quand on parle du monde de la vidéo et du cinéma. Est-ce qu'on joue réellement avec les ultra grandes ouvertures en vidéo? Travailler avec une ouverture en 1.2 sur un sujet en mouvement, c'est un peu C'est touchy. chaud, hein, quand même. Hein. Même si il y a des super autofocus intégrés dans les boîtiers aujourd'hui, ça reste touchy. Après, on peut pas parler grande ouverture sans parler filtre ND derrière. Hein. Et alors là, le choix des filtres ND, variable, pas variable, enfin, c'est un roman, on va dire. Alors, rappelle-nous rapidement pourquoi on se retrouve à devoir utiliser des filtres ND très rapidement avec les très grandes ouvertures en vidéo. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. En vidéo, on ne peut pas travailler sur la vitesse. On veut un rendu esthétique avec une profondeur de champ précise, on va travailler au diaph qu'on veut. On est en extérieur, on ne maîtrise pas la lumière. Donc c'est là que le ND intervient pour limiter la quantité de lumière qui rentre sans intervenir sur le rendu esthétique que l'on souhaite. Ou le passage intérieur-extérieur sur un suivi de sujet en mouvement, ou ce cas d'utilisation bien précis. Avoir une ouverture, très grande ouverture, c'est qu'on a dans l'idée d'avoir un rendu esthétique de l'image bien précis avec une faible profondeur de champ. Ça peut être nature morte, ça peut être du paysage, ça peut être, on va dire, une plante, un insecte. Enfin voilà, c'est des choses bien précises. Travailler un portrait, sauf on n'a pas la même approche qu'en photo, mais travailler un portrait d'une personne avec une profondeur de champ très très faible, à la pleine ouverture, ça rend pas forcément, ou alors, enfin très bien à l'écran. On veut toujours au moins avoir les yeux, le bout du nez net, voir jusqu'aux oreilles. Après, que l'arrière-plan soit flou, c'est un choix. Là où ça va intervenir sur l'ouverture, par contre, c'est lié au boîtier, taille du capteur, sensibilité en basse lumière. Pousser les ISO, sans mauvais jeu de mots, sur le boîtier, forcément, ça va intervenir sur la qualité d'image. Donc, voilà, ça va être sur tous ces paramètres-là. Investir dans une optique qui ouvre à 1.2 avec un 7S3, on va dire, ou la gamme des FX chez Sony, l'intérêt est limité. Investir quand on a un GH5 avec un petit capteur, ça a plus de sens. Il y a aussi souvent la réflexion qui revient, qui est que pour un usage vidéo, mes optiques photo sont trop piquées.
sont trop qualitatives, sont trop sharp, elles arrachent trop. Mhm. Du coup, on se retrouve à devoir utiliser des fameux filtres de Chromiste, diffusion pour ouais. dégrader la qualité de l'image. C'est un peu contradictoire quand même tout ça, non? Tu vas acheter un filtre ou tu vas le faire en post-prod aussi pour adoucir avec des filtres numériques. Euh, Après, on touche à l'esthétique, donc au rendu qu'on veut personnellement ou au rendu que le client souhaite sur sa production audiovisuelle. Donc, ça reste... aujourd'hui, on est habitué à avoir des images très piquées aujourd'hui dans notre quotidien, que ce soit à la télé, que ce soit sur le smartphone. Il y a un effet de mode là-dessus. Demain, ça changera peut-être. D'ici 5 ans, on revoudra des images plus douces dans notre quotidien. Ce serait pas plus mal d'avoir un peu de douceur, mais voilà, il y a un vrai effet de mode. Après, c'est aussi lié aux marques. Vous prenez un Sigma, vous prenez Sony, vous prenez un boîtier Sony, vous prenez un boîtier Canon. Mis à part l'optique, il y a aussi un traitement de l'image propre à la marque. Et puis, il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, Sony, dans le monde audiovisuel, c'est quand même, on va dire, à sa place. Grosse référence. Voilà. Et puis, il y a le rendu Sony qui est arrivé derrière et qui a imposé un peu un effet de mode à tout le monde qui veut un rendu d'image très sharp, très piqué. Julien, dans la série des hypes après l'optique anamorphique, on a aussi la hype de l'ancienne optique du RSS pour faire de la vidéo avec un flair dégueu, ultra dégradé. Évidemment, on veut ton avis sur le sujet. Là, quand tu dis, encore une fois, c'est de la hype. On parlait tout à l'heure des ouvertures très grandes. Encore une fois, faut que ça participe à l'histoire. Et on parlait tout de suite avec Charles du piqué. C'est pareil. Moi, quand je filme de l'événement sportif, j'ai une image la plus piquée possible parce que c'est la précision sur un ballon, sur une action, quoi que ce soit. Par contre, si c'est pour l'interview, généralement, en amont, je montre 3 types de plans au client pour lui montrer, ben voilà, est-ce que vous cherchez une ambiance plus douce? On va jouer sur l'éclairage, sur des filtres, à condition de mettre des filtres de qualité, parce que sinon, autant mettre de la vaseline sur ton optique, ça fait pareil. Mais encore une fois, faut que ça serve l'histoire. Et pour les optiques vintage, là aussi, il y a une espèce de mode avec l'Helios 44, notamment. Il y a des gens qui se font avoir avec ça, parce que les optiques vintage, si on fait pas gaffe, il y a un truc qui est sympa qui vient avec les optiques vintage, c'est les champignons. Et les champignons, c'est trop bien sur un Vous êtes vraiment capteur. bizarres, les vidéastes. Hein. C'est pas la première Ouais. fois que j'entends ça, mais Ah non, mais franchement, moi, j'ai pas eu le cas, mais parce que moi, en fait, j'ai récupéré des optiques vintage, non pas des trucs russes, mais de mon papa qui est décédé il y a peu, et j'ai récupéré, il avait toute une gamme d'optiques Canon FD, donc pas des grosses optiques, mais des optiques, c'est vrai que quand on les met sur des boîtiers d'aujourd'hui, il y a un caractère particulier. On sort, en fait, nous, les vidéastes et les photographes et n'importe qui, en fait, on n'est jamais content de ce qu'on a. Et en fait, on veut toujours des images plus piquées. Et puis, quand on les a hyper piquées, ben, on se dit, bah non, en fait, on veut un peu plus de douceur. Donc, on cherche toujours à modifier ce qu'on a. Et c'est vrai que des optiques vintage, ça permet d'apporter quelque chose d'autre. Par contre, moi, ce que je conseille généralement, et moi, c'est ce que je fais, j'ai là ma boutique photo de Caen et j'apporte pour qu'il me fasse un nettoyage pour pouvoir utiliser sereinement l'optique pour pas que ça bousille mon capteur. Mais c'est vrai que ça apporte quelque chose. C'est marrant parce que c'est ce que je dis, on essaye toujours de contrecarrer ce qu'on a. On a aujourd'hui des capteurs hyper piqués, on a des optiques hyper piquées. Et ben des fois, on a envie d'autre chose aussi, quoi. Donc c'est ce qu'apportent les optiques vintage. bah, elles apportent ça, puis elles apportent autre chose que tu as cité tout à l'heure. C'est quand même un plaisir aussi à regarder, à manipuler. Et c'est ce que permettent les hybrides actuels. Et c'est dommage de s'en priver. C'est-à-dire que ces montures sont facilement adaptables. Aujourd'hui, on peut mettre des optiques des années 70 très facilement. Là, je pense des optiques Nikkor AIS que moi j'adore sur des hybrides via des bagues. Et à manipuler, c'est un réel plaisir. Donc, ça compte aussi. Il n'y a pas que le rendu d'image. Ouais, je pense, mais tu vois, le plaisir que tu as à manipuler ces optiques, c'est peut-être parce que toi, tu les as manipulées avant. Et je pense que pour une C'est vrai. très jeune génération, ce plaisir-là, ils ne le retrouvent pas. Et du coup, c'est pas ça qui va compter le plus pour eux. Moi, ce qui me plaît de réutiliser les optiques, c'est parce que c'était tout d'abord les optiques de mon père. Parce que quand j'étais gamin, je le voyais tout le temps les utiliser. Et voilà. Et du coup, moi, je les réutilise aujourd'hui. Mais
Mais en effet, je comprends le côté un peu nostalgie de retrouver, de retrouver les anciens boîtiers argentiques, quoi. De retrouver l'ancienne utilisation, quoi. Bon. Allez, dernier sujet qu'on a un petit peu éludé tout au long de cette émission, c'est l'approche budgétaire, évidemment, à prendre en compte en vidéo dans le choix de ces optiques. Alors, très naturellement, en vidéo, on n'a pas le même rapport à ces objectifs qu'en photo. On n'est pas dans une logique de toujours avoir son boîtier sur soi, de faire des vidéos quand bon nous chante, dès qu'on croise un truc, machin, truc bidule. Donc, on a plus une approche de projet, de mission, de trucs spécifiques. Je sais que dans le monde de la vidéo, la location a une grande place. Acheter, louer pour des vidéastes indépendants ou des petites boîtes de production, c'est toujours un sujet hyper central, Charles. Ah, complètement. Et puis, ça donne aussi une créativité possible pour les utilisateurs. De pouvoir se louer pendant un week-end une optique qui a un certain budget, c'est agréable aussi. Il faut savoir se faire plaisir en tant qu'utilisateur. Après, il y a des contraintes budgétaires pour tous ceux qui travaillent dans le domaine audiovisuel qui sont bien présentes, surtout aujourd'hui. Et travailler un projet perso avec en tête une approche esthétique de l'image avec tel rendu, la location a tout son sens. Parce que son projet va durer, ça peut être un court-métrage qu'on va filmer en 15 jours, 10 jours. Là, la location a son sens. On va avoir des optiques ciné, un lot d'optiques ciné sur des boîtes de production, ça a du sens aussi. Être très polyvalent dans son approche du travail, parce qu'on fait autant de la photo, de la vidéo, du reportage, du corporate. Investir dans une optique à 8 000 €, c'est peut-être un peu plus. On se pose plus la question, quoi. D'où, par exemple, Sigma qui annonce un 2805 carrossé ciné, ouverture T3, si je me souviens bien. Ultra polyvalent, à Voilà. tout faire. Et ben là, on peut se dire, ils essayent d'approcher une utilisation avec une focale grand standard, utilisable par tout le monde, et puis pouvoir l'utiliser sur des projets plus personnels en mode cinéma, quoi, avec un follow focus, etc. C'est d'ailleurs l'approche, je pense, qu'ils ont en intégrant les moteurs autofocus dans des optiques ciné. C'est qu'ils veulent pouvoir être très polyvalents dans les besoins de l'utilisateur. Julien, toi, c'est quoi ta stratégie d'investissement vis-à-vis des optiques en vidéo en fonction de tes projets et de tes daily, comme on dit? En fait, tu as dit le mot qui compte le plus, c'est investissement. Aujourd'hui, moi, quand j'achète une optique, c'est parce que je sais que j'en ai besoin pour des projets et que je vais la rentabiliser. En fait, j'ai l'impression que c'est ce qui sépare un peu la photo de la vidéo. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ceux qui font de la vidéo sont majoritairement professionnels que la photo. En fait, la photo, je veux dire, on peut prendre du plaisir à faire de la photo amateur, tout ça. Faire de la vidéo amateur, l'inconvénient de la vidéo, c'est que vous filmez, c'est très bien, mais après, il y a tout le montage à faire, il y a tout ça, et généralement, ça décourage beaucoup. Ce qui fait que en vidéo, je trouve qu'on touche beaucoup de professionnels. Après, il y a des amateurs, je ne dis pas. Et du coup, pour les professionnels, une optique, c'est un investissement, c'est une rentabilité. Et par rapport à ce qu'on veut faire, et là, je rejoins complètement Charles, c'est que la location apporte vraiment un gros plus pour ça. Déjà, ça permet de tester une optique avant d'investir. C'est vrai qu'investir 8 000 € dans une optique, c'est un budget. Ça permet d'essayer, ça permet justement sur un tournage ponctuel de 3 jours de pouvoir louer tout ça. Après, il faut savoir que la location d'objectifs et de matériel photo dans des grandes villes, ça se fait très bien. Ailleurs, l'offre est vraiment très réduite, donc c'est pas non plus une solution magique. Je veux dire, si on est sur Paris ou sur Lyon, louer du matériel, c'est facile. Quand on est dans des villes moins conséquentes, c'est moins évident de louer du matériel. Mais en effet, pour me recentrer un petit peu, en effet, quand moi j'achète une optique, c'est vraiment que je suis sûr de l'utiliser et d'en avoir besoin et que ça va m'apporter quelque chose, ça va apporter une plus-value à mon travail que je vais facturer, forcément. Mais sinon, la location, c'est ce qu'il y a de plus pratique, quoi. Bon, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, Julien, pour Merci à vous. toutes vos explications.